Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus ce soir pour assister à cette rencontre entre Eric Reinhardt et Vincent Message, à l'occasion de la deuxième séance du cycle de rencontres fiction littéraire contre storytelling. Comment ça s'appelle déjà Forme, valeur, pouvoir de la littérature aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danielle Perrault-Corpet. Je suis maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Paris-Sorbonne. Et je coordonne ce cycle de rencontres qui fait partie d'un programme de recherche plus vaste mené dans le cadre du Centre de recherche en littérature comparée de la Sorbonne et du LABEX Obville pour Observatoire de la vie littéraire. Tout un programme de recherche qui s'attache en fait aux questions nouvelles que posent aux chercheurs en littérature la diffusion planétaire du storytelling, une communication narrative, c'est-à-dire cette stratégie communicationnelle qui est née d'abord il y a environ 25 ans dans le monde de l'entreprise outre-Atlantique et qui s'est étendue à la politique et au discours médiatique en général, cette stratégie qui s'appuie sur le récit, qui raconte une histoire pour faire passer un message contenant une injonction forte. Acheter ceci, voter cela, adopter tel ou tel modèle de conduite. Alors, dans ce bain narratif indissociable du monde néolibéral et qui est devenu le milieu naturel de l'expérience de chacun, à quelles conditions peut-on parler de récit littéraire? Quelle place pour le récit en littérature à l'heure où l'art de raconter des histoires est devenu aussi, et à grande échelle, un instrument de domination économique, politique et sociale, qui est finalement rien moins que littéraire. Et d'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'on peut entendre par littéraire dans ce contexte précis qui est devenu le nôtre? Voilà le genre de questions qu'essaye d'explorer en fait ce projet de recherche. Alors, lors de la conférence d'ouverture de ce programme de recherche, le 28 janvier, ici même, Christian Salmon, auteur de l'ouvrage qui en 2007 avait lancé en France le débat sur les possibles dangers du storytelling, conçu comme machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Christian Salmon donc a plaidé pour une politique de la littérature conçue comme seule capable, selon les mots de Kafka, de recréer les conditions d'une parole vraie d'être à être, contre les engrenages d'un récit formaté quant à lui pour tracer d'avance notre expérience du monde. Alors ce soir, pour continuer cette réflexion sur les formes, les valeurs et les pouvoirs de la littérature aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir cet autre amoureux de Kafka, qu'est Eric Reinhardt, éditeur de livres d'art, auteur d'une première pièce de théâtre, Elisabeth ou l'équité, créée à l'automne dernier au Théâtre du Rond-Point. Eric Reinhardt est peut-être avant tout romancier. Pas seulement parce qu'il est l'auteur de 5 romans, mais à cause de l'importance cruciale qu'il accorde dans ses 5 œuvres au récit lui-même, à l'acte affabulateur du romancier qui romance ses vies possibles pour tenter, au point de croisement, de frottement de ces récits, de dévoiler quelque chose comme une vérité de soi et du monde qui l'entoure. Alors je ne sais pas encore de quoi sera fait exactement le dialogue de ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que la présence simultanée dans les romans d'Eric Reinhardt d'un travail littéraire très élaboré sur les formes et les visées du récit de soi, d'une part, et d'une conscience aiguë des rapports de force et des contradictions qui régissent les sociétés ultralibérales, d'autre part. Donc cette présence simultanée fait de lui un interlocuteur très précieux pour qui veut réfléchir à la place du récit en littérature à l'ère du storytelling. Donc je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Je vous en prie. Comme je remercie beaucoup aussi Vincent Message, qui va mener cet entretien avec l'acuité du spécialiste. Car en effet, Vincent Message est non seulement mon distingué collègue, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Paris 8, mais il est également auteur lui-même d'un roman, Les Veilleurs, paru en 2009,
et il est co-responsable du master de création littéraire ouvert cette année à Paris 8. Enfin, son tropisme pluraliste, pour reprendre le nom de la philosophie qu'il reconnaît comme très commun aux grands romans du XXe siècle qu'il étudie dans son essai paru l'an dernier, Romancier pluraliste. Ce tropisme pluraliste, donc, le désignait comme un lecteur idéal des romans d'Éric Reinhardt, remarquable aussi par leur effort pour faire entendre les voix, les récits contradictoires de notre réalité contemporaine. Donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, merci également à Olivier Chevançon et à toute l'équipe de la Maison de la Poésie de nous accueillir. Et je suis très heureux d'entamer ce dialogue avec toi. On s'est dit qu'on allait commencer par situer un peu le problème en parlant du rapport au récit dans le paysage littéraire français, puisqu'on est dans un des pays où le couple roman-récit a été le plus critiqué par une sorte de feu roulant d'avant-garde au fil du XXe siècle. Et maintenant qu'on a un petit peu de recul sur cette question, il me semble qu'on a fait peut-être au récit un procès qui était un peu hâtif, et dont les arguments qui étaient mobilisés étaient d'ailleurs assez contradictoires. D'un côté, l'idée que la fiction littéraire se trouvait être une sorte d'opium du peuple, le véhicule d'un escapisme qui nous emmène vers des ailleurs impossibles, et donc des ailleurs trompeurs. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand on est un homme sorti de l'adolescence et de ses rêveries, on est censé arrêter de lire de la littérature et se mettre plus sérieusement à la lecture de la presse économique, et éventuellement des mémoires de Churchill. Et de l'autre, l'idée que, au contraire, un certain roman, ou un certain roman du XIXe siècle, alors évidemment plus proche d'un pôle qui serait celui du réalisme esthétique, au contraire nous enfermerait dans la réalité telle qu'elle est, viendrait en créer, en fait, souligner des enchaînements de causes et d'effets, rabattre les étapes d'une vie sur un fil narratif, un déterminisme très puissant, et le passé simple, par exemple, étant le temps du il fut, cela fut, les choses s'enchaînant ainsi, donnant une sorte d'illusion de nécessité. Alors, l'enjeu face à ces critiques aurait... Enfin, ce qui s'est produit, c'est quand même que globalement, beaucoup de gens ont essayé de sortir du récit, de sortir du roman, de vider le roman de ses constituants habituels, les personnages, l'intrigue, etc. Alors qu'on aurait pu voir les choses tout à fait différemment. On aurait pu reconnaître la validité de ces deux reproches, déterminisme d'un côté, escapisme de l'autre, et essayer d'inventer des manières de raconter des histoires qui ne tombent pas sous le coup de cela. Alors, il me semble que c'est intéressant de connaître ta position là-dessus, parce que ça donne peut-être un cadre général sur la manière dont l'opposition entre littérature et storytelling peut prendre forme en France. Tu commences à publier en 1998. Où tu en étais sur cette question? Est-ce qu'il y avait pour toi un malaise par rapport au récit, un héritage de ces avant-gardes qui faisait que tu étais dans une incertitude des moyens employés en la matière, ou au contraire un désir de revendiquer le récit, de revendiquer le roman, y compris le roman romanesque? Qu'en était-il au début? C'est une question vraiment hyper intéressante. Donc je vais essayer d'y... Et elle est compliquée, je vais essayer d'y répondre. De fait, tu as raison. Moi, et je ne suis pas le seul, un certain nombre d'autres écrivains de ma génération, mais parlons de moi, je viens d'un certain nombre d'écrivains, mon travail est issu de la lecture assidue d'un certain nombre d'écrivains qui ont banni le roman. L'un des grands maîtres, l'un de mes premiers grands maîtres a été André Breton, et on se souvient que André Breton, au tout début du manifeste du surréalisme, pourfend le roman comme étant comme ça, voilà, une chose véhiculant des anecdotes et se limitant à cela. Et puis la lecture de Mallarmé, et puis j'ai enchaîné comme ça les lectures. J'ai eu une période très importante de ma vie où j'ai beaucoup lu les écrivains du nouveau roman. C'était très important pour moi, Roch Grillet, Claude Simon. Et puis j'ai une période aussi où j'ai lu énormément de poésie. J'ai passé plusieurs années à ne lire que de la poésie. Et donc de la poésie contemporaine, qui était Claude Royer-Journoux, Henri Dubouché, Roger Laporte, Jacques Dupin, Bonnefoy. Donc tout ceci, de fait, n'était pas de nature à m'engager sur la voie du roman et de la narration. Et puis
à peu près à la même période, je lisais beaucoup Thomas Bernard, Hervé Guibert, Paul Nizon, donc beaucoup d'écrivains pratiquant l'écriture de soi, toujours sur une marge comme ça, comme une frontière entre le romanesque et l'intime. Et je lisais des romans, car ils sont publiés tout de même, des romans de qualité, Echenoz, Gailly, Jean-Philippe Toussaint. Donc on ne peut pas dire non plus, en dépit du fait que effectivement, il y a eu un moment historique du nouveau roman. C'était disons le dernier mouvement littéraire, parce qu'effectivement, ça s'est comme ça, ça s'est étendu sur tout le siècle, mais c'est vrai que le dernier mouvement littéraire qui, comme ça, rejetait très violemment le roman comme étant un art du passé, donc a priori ringarde et incapable de produire des formes intéressantes, c'était le nouveau roman. Et néanmoins, il y avait donc Marignac, tout ça. Et je me souviens même que les Inrecuptibles et Grasset ont publié en 97, puis en 2000, deux recueils de nouvelles de jeunes écrivains, donc des écrivains qui, pour la plupart, ont commencé. Ça s'appelait 10 et 11. Je ne sais pas si tu pas lu ça. Et qui, voilà, donc dans ces deux recueils, il y avait des écrivains aussi divers que Houellebecq, Marignac, Virginie Despentes, Dariussec, Tanguy Viel, moi. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à écrire des romans, bien évidemment, il y avait surtout le XXe siècle comme ça, cette espèce de doute. Mais le roman n'était pas si banni ni si rejeté comme ça par les écrivains de ma génération. Donc, moi, je me suis engagé dans le roman sans sentir aucun malaise par rapport à la viabilité du roman aujourd'hui. Ma fréquentation d'une certaine avant-garde, je parlais tout à l'heure de poésie contemporaine, du Boucher, tout ça, et puis voilà, des inclinations personnelles, l'intérêt que je pouvais avoir pour l'art contemporain, que j'ai toujours, le théâtre, vraiment l'expression contemporaine, ont fait que j'ai abordé le roman avec un souci de forme, un souci de le rendre le plus contemporain possible, c'est-à-dire toujours à la limite de l'expérimental. Il ne s'agissait pas pour moi, bien évidemment, de produire comme ça des œuvres comparables à celles qu'on pouvait écrire au XIXe siècle, dans une espèce de doxa comme ça, ou de romans reprenant des mécaniques, des mécanismes comme ça, narratifs, éculés, répertoriés, hérités du XIXe. Donc, ce qui fait que j'ai pu me sentir très contemporain à travers une forme, le roman issu du passé, c'est que j'ai toujours essayé, dans mon travail, dans l'intimité de mon bureau, d'essayer d'inventer, d'être le plus inventif, d'être le plus expérimental, d'être le plus neuf et vrai possible. Et notamment le travail sur la forme. C'est-à-dire que moi, je ne peux me mettre au travail sur un roman que lorsqu'au préalable, une idée de forme s'est imposée. Et tout mon travail fonctionne autour de cette idée de forme novatrice, littéraire. Est-ce que les formes en question, elles naissaient aussi justement de ce dialogue avec l'art contemporain, par exemple, ou avec la poésie contemporaine que tu pouvais lire? Est-ce que cette forme d'expérimentation, pour toi, se voulait aussi une manière de réponse à... On peut encore raconter à condition de trouver des formes différentes? En tout cas, moi, je sais qu'il y a d'autres écrivains qui ne fonctionnent pas comme ça, l'autre jour, on parlait tous les deux de littérature, et il y a beaucoup d'écrivains qui continuent de penser que, et pour certains, ils écrivent de très très bons livres, que le référent
le référent, l'unité de mesure fondamentale de la littérature est la phrase. Et donc, il y a d'ailleurs des débats très virulents, voilà, des critiques comme ça qui rejettent des écrivains dont ils pensent que, n'étant pas à leurs yeux à même de produire ces phrases-là, ne sont pas des écrivains. Et moi, mon approche de la littérature et du roman est d'essayer de dépasser cette unité fondamentale de la phrase pour que les enjeux se situent ailleurs, plus loin, au-delà de la phrase. Et ça, c'est de nature, il me semble, à rendre le roman très désirable pour quelqu'un qui s'intéresse à la création contemporaine et qui essaie de faire avancer un petit peu sa discipline artistique, comme on peut le voir dans l'art contemporain, où les artistes ne peignent pas des cyprès à l'huile sur des châssis. Voilà, il y a des installations, il y a des performances, tout ça. Et moi, en tant que romancier, j'essaie voilà, de mener des explorations de mon art comparables à ce qu'on peut avoir dans l'art contemporain. Donc, cette question de la forme, c'est-à-dire d'élaborer indépendamment de ce que je raconte, du personnage, des situations, de mon regard sur le monde, mais d'élaborer des dispositifs romanesques qui, de mon point de vue, racontent autant de choses, et peut-être, je dis parfois que ce que mes romans expriment de plus intéressant, c'est la forme qui les exprime. Bon, et quand tu dis la forme, tu veux dire la forme globale du livre? En fait, la forme, pour moi, c'est le principe narratif du livre. Par exemple, Cendrillon, c'est un roman qui entremêle 4 lignes narratives. On peut dire, ouais. Mais, et donc on peut le lire comme ça, comme 4 romans qui s'enchevêtrent. Simplement, en réalité, ce livre est un espace mental, puisque le lecteur découvre peu à peu, au fil de sa lecture, à la faveur presque d'accidents, comme ça, de la matière du livre, qu'en réalité, les 4 narrateurs, les 4 personnages principaux du livre, qui sont chacun à la tête d'une des 4 lignes narratives, sont une seule et même personne, 4 modalités d'une seule et même personne. Et ça, et donc Eric Reinhardt est l'un des écrivains dans le livre sous mon nom, l'un des personnages, et les 3 autres narrateurs sont des modalités possibles, c'est-à-dire ce que j'aurais pu devenir si un certain nombre d'événements ne s'étaient pas produits dans ma vie. Ça, en fait, ce n'est jamais formulé dans le livre. Donc c'est le principe narratif du livre qui n'est jamais formulé, que le lecteur perturbant d'ailleurs. Donc il y a une c'est-à-dire c'est ce par quoi le livre se transcende. Voilà. Et in fine, ce par quoi le livre se transcende, c'est ce qu'il exprime de plus fort et de plus beau, au-delà des anecdotes que condamné André Breton en ouverture du manifeste du surréalisme. Et elles sont en soi intéressantes, ces anecdotes, puisque elles peuvent dire des tas de choses sur notre société, notre réalité, le rapport que chacun peut avoir avec notre monde. Mais in fine, c'est la presque disparition vibratoire dont parlait Mallarmé, c'est-à-dire que le livre, à travers cette forme-là, il disparaît dans une sorte de vibration qui communique une sensation au lecteur et donc un savoir par l'impact sensoriel et le corps. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse quand j'écris des romans, c'est d'être sur cette double position. Et on peut parler de tous mes romans de cette façon, de Mi-sommeil, mon premier roman. La forme de ce livre était ce qui reproduisait pour moi vraiment le mécanisme de la nostalgie et de l'irréversible. Et donc ça raconte l'histoire d'une personne qui ne se remet pas d'une rupture amoureuse. Alors je peux dire dans les phrases et dans le livre, et on voit bien que le narrateur ne se remet pas de cette histoire, mais ce qui communique au lecteur la sensation la plus puissante de l'irréversible, du trop tard, tu ne retrouveras jamais ce moment-là, c'est la forme du livre et le passage
d'un chapitre à un autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe d'un chapitre à un autre, le lecteur reçoit une petite secousse qui lui transmet physiquement la sensation véritablement de l'irréversible, puisque j'ai alterné des chapitres du présent et puis des chapitres de ce paradis perdu. Voilà. Donc cette forme-là, pour moi, elle était très importante parce qu'elle disait, ou elle achevait de dire, mais d'une manière par la sensation et par le corps, ce que je voulais que mon livre délivre à son lecteur. Et donc on voit bien qu'à travers cette pratique du roman, on est loin d'un art usé, ringard, du passé. Et puis il y a tout le travail aussi qui m'intéresse beaucoup sur la vitesse, sur l'intensité, sur le volume sonore en quelque sorte. Oui, parce que ta phrase, néanmoins, il y a un énorme travail de la phrase dans ce que tu écris. Il y a une vraie prosodie. Simplement, c'est pas la belle phrase du beau style français, tel que dans cette vision un petit peu réductrice qui rabat l'idée du style sur l'idée de la langue et l'idée de la langue sur l'idée d'une langue qui doit être la plus démarquée de l'usage commun. J'ai toujours d'ailleurs le style serait cet écart. Du mot style. Ouais. Il est problématique quand il est rabattu sur la question de la langue uniquement. Alors que les choix de structure que tu évoques font tout autant partie du style que la nature de la phrase, que sa vitesse. De ton avis, et je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez suspect et d'assez louche quand on commence à évoquer le style chez un écrivain. On ne parle pas du style de Dostoïevski. Donc on peut parler de grandeur, d'évidence, de présence, de beauté, mais tu vois, le style, oui, ou la langue, qui est un mot plus à la mode, c'est-à-dire avant on disait style, maintenant on dit langue. En général, je trouve que ça désigne toujours des écrivains qui sont dans une certaine virtuosité et démonstration d'un savoir-faire au niveau de la phrase. Voilà. Moi, je passe des heures, des mois à me relire et à relire mes phrases, donc pour essayer d'atteindre la plus grande justesse possible par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer et par rapport aux sensations que je veux transmettre au lecteur ou par rapport à des ressentis que je peux avoir. Donc la précision, quelque chose pour moi de très important. Donc ça ne veut pas dire que je n'accorde pas la plus grande importance à la phrase, mais ça dépasse la recherche d'un effet de virtuosité ou de joliesse ou de bien écrire. En fait, pour moi, l'idéal, c'est quand la phrase elle disparaît. C'est comme au théâtre. Ce que j'adore, c'est quand à un moment il y a une telle évidence que la salle disparaît. Il n'y a plus de comédien, on est dans une vérité du présent, du moment présent et de l'incarnation. Et ce que je cherche, moi, dans mes romans, c'est vraiment l'incarnation. Et quand tout disparaît et qu'on n'a plus juste sous les yeux qu'une sensation, un corps, une présence, une vérité du narrateur ou du personnage dans son rapport au monde. Et donc ça, on l'obtient par la phrase, mais on l'obtient aussi surtout par l'enchaînement des phrases et par une énergie, il n'y a pas très longtemps, je relisais des pages de Cendrillon en vue d'un texte de commande que je devais écrire, et il y a une observation que je me suis faite, c'est quelque chose de très particulier dans ce livre, qu'on ne retrouve dans aucun autre de mes romans, qui est un rapport de vitesse du texte par rapport à la temporalité des événements. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que l'écrivain peut vraiment régler. C'est-à-dire qu'on peut raconter 10 ans en une page ou 1 heure en 40 pages. On voit bien qu'on n'obtient pas du tout le même effet. Donc là, il y a quelque chose de véritablement passionnant. Je veux dire, alors, souvent ça se fait instinctivement, mais on peut aussi le moduler, et ça donne une densité particulière au texte, lorsqu'on trouve le bon réglage, en fait. Et souvent, des romans, ils ne marchent pas parce que l'écrivain n'a pas trouvé le bon réglage. Moi-même, par moment, je sens bien que je n'ai pas trouvé le bon réglage. Je suis trop long, pas assez dense par rapport à des éléments courts, ou l'inverse. Et donc ça détermine
véritablement l'impact qu'un texte peut avoir sur le lecteur, un effet de douceur ou de brutalité ou d'envoûtement, d'emportement pour la phrase de Cendrillon. Et j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu sur cette structure en un entrelac donc de 4 récits. Alors, Cendrillon, c'est un roman de la mobilité sociale. C'est un roman de l'ascension, avec ce que cette ascension peut avoir de précaire. Est-ce que l'ascension est un rêve, un conte qui, à minuit, va se retransformer en citrouille? Est-ce que la vie qu'on se crée, on peut la solidifier, la stabiliser, ou est-ce qu'en fait, elle reste éminemment vulnérable et elle risque d'être détruite assez vite? On se rend compte effectivement qu'on suit 4 avatars. Pour moi, c'est effectivement un peu une première manière de réponse à ce reproche que j'ai évoqué au début, qui est celui du déterminisme. Même quand on s'appelle Eric Reinhardt, on ne naît pas Eric Reinhardt, on le devient. Et on aurait pu aussi donner autre chose, autrement dit. Alors, autre chose, en l'occurrence, il y a plusieurs personnages. Un trader, mais féru de poésie, qui s'appelle Laurent Dahl, quelqu'un qui est marginal et désocialisé, qui s'appelle Patrick Neftel, ou un cadre moyen qui reste plutôt sur sa ligne. Il vient des classes moyennes, il reste plutôt à peu près dans la classe moyenne. Thierry Traucoll. Alors, cette construction ramifiée, elle évite donc l'idée que la vie est linéaire ou que les choses sont déterminées d'avance. On a des personnages qui, en plus, ont une volonté de sortir de leur milieu, d'écrire une autre histoire, de formuler une contre-narration par rapport en particulier à des figures de père. Le père qui a de l'ambition aussi, mais qui a connu une série d'échecs, d'humiliation, qui fait qu'il n'est pas du tout moteur. Et donc pour se construire, ces 4 avatars, alors leur père est plus ou moins présent après dans le livre, effectivement, puisqu'il n'y a pas de répétition, c'est-à-dire qu'une scène qu'on voit chez un personnage ne reviendra pas, ou seulement dans une mention brève, dans une autre des 4 destinés. Mais ils ont besoin de construire un récit qui soit de nature très différente du mécanisme de la reproduction sociale tel qu'il pourrait avoir lieu. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur là-dessus, sur la manière dont pour toi cet entrelac était nécessaire? D'abord, ça pose la question du choix et de la liberté qu'on peut avoir d'inventer sa vie, et qu'il y a des décisions qu'on prend dans sa vie ou qu'on ne prend pas, et qui ont des répercussions durables. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'aurais pu véritablement devenir Laurent Dahl, puisqu'il se trouve que, un peu forcé par mes parents, j'ai fait une prépa, je sais plus, une école de commerce, et qu'à un moment de ma vie, j'étais vraiment devant une bifurcation. Soit je prenais le risque d'essayer de m'inventer écrivain, c'est-à-dire de réaliser mes rêves d'adolescence, d'écrire des romans, alors que j'étais bardé de complexes du fait de mon extraction sociale, et en arrivant à Paris, je sentais que je n'avais absolument aucune légitimité, alors de par mon extraction sociale et circonstances aggravantes par les études absolument infamantes que j'avais faites et qui me disqualifiaient d'entrée de jeu dès que je paraissais dans une salle où pouvaient se trouver quelques écrivains ou des étudiants en lettres, des normaliens, tout ça. Donc c'était vraiment très difficile pour moi, d'où peut-être aussi le fait que très tôt je me suis caché pour écrire, et que je suis devenu écrivain en me coupant des autres écrivains. J'en vois plus aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai eu besoin pendant longtemps, pour pouvoir croire en moi, d'avoir le sentiment que j'étais le seul écrivain vivant. Vous voyez, non mais... faire abstraction. On reviendra sur le genre de récit dont on a besoin pour soutenir son projet ou son succès. Mais donc la facilité aurait été bien évidemment que je me laisse porter par les événements, et que je me laisse doucement entraîner dans une carrière dans la finance. Voilà. J'aurais pu aussi très bien ne pas me remettre un certain nombre de choses que j'avais vécues adolescent et finir comme Patrick Neftel, c'est-à-dire démissionner, me laisser écraser par le monde, mes complexes, mes névroses, etc. Ou, comme
Thierry Troquel, ne prendre absolument aucun risque et décider d'aller me cacher quelque part. Alors non pas pour écrire, mais pour, dans le fond, vivre une vie complètement virtuelle, c'est-à-dire par l'imaginaire. Ce que fait Thierry Troquel en travaillant pour une multinationale en Allemagne, mais ce que sa vie peut avoir de plus exaltant et de plus épicé, c'est tous les fantasmes qu'il élabore sur sa vie conjugale avec sa femme. Voilà. Donc, ce livre, vraiment, le projet, c'était de mettre en avant le fait que, voilà, on pouvait, à partir voilà, une même personne pouvait devenir voilà, beaucoup d'autres personnes à partir des choix qu'on peut faire. Voilà. Ça, c'était très important. C'est les choix ou c'est aussi le degré de résistance à l'événement douloureux, le hasard et la chance, c'est aussi les rencontres. Si j'ai pu écrire ces livres et devenir écrivain, c'est aussi parce que j'ai fait les bonnes rencontres de personnes qui m'ont dit si, il faut que tu écrives, on croit en toi, on va t'aider. Voilà. Si je n'avais pas fait ces rencontres, et en particulier la Margot du roman, ma femme, je pense que je ne serais jamais devenu écrivain, ça c'est absolument évident, et je me serais inventé des tas d'histoires, de faux semblants, c'est-à-dire que peut-être que je serais allé dans la finance en disant qu'un jour j'écrirai, et en remettant toujours au lendemain, procrastiner comme ça, et en fait que les choses n'adviennent jamais. C'est un peu ce que fait Laurent Dahl, au sens où quand il fait des newsletters de communication investisseurs, il les fait comme l'école de la Mallarmé. Et d'ailleurs, je suis intimement convaincu qu'il y a énormément de personnes qui sont dans les entreprises, travaillent dans les entreprises et qui n'ont pas réalisé leurs rêves. J'en ai rencontré énormément qui m'ont écrit après avoir lu ce livre et qui m'ont dit que de fait, elles aussi avaient eu ces rêves-là et qu'elles n'avaient pas eu soit le courage, soit la force, soit les opportunités de les réaliser et qu'elles étaient en entreprise et qu'elles n'arrivaient pas à s'accomplir comme elles l'auraient voulu. Certains écrivant la nuit, pendant les vacances et envoyant leurs manuscrits à des maisons d'édition avec le rêve qu'un jour ces romans soient publiés, et ça arrive. Donc ça c'était une première chose. Après, c'était pas la seule chose que je voulais raconter. Avec ce livre, j'avais envie de témoigner aussi de notre monde, de notre réalité, et d'une révolte que j'avais, d'une colère que j'avais contre certains aspects de cette réalité. Et donc j'avais envie d'écrire un roman global. Et pour rendre compte de ce rapport que moi, à travers ma sensibilité, j'avais à notre réalité, j'ai compris assez vite qu'il fallait mettre en réseau ce qu'on a d'habitude, parce qu'il est d'usage d'ordinaire de séparer. C'est-à-dire de mettre en réseau le poétique, l'intime, le politique, l'économique et le sociologique en fait. Et dans un même roman, avoir une démarche qui soit une démarche d'écriture de soi. Donc ça c'est plutôt la ligne narrative Eric Reinhardt. Et puis d'avoir un discours sur la dimension économique. Donc ça c'est Laurent Dahl. D'avoir un discours, en tout cas une ligne narrative développant un point de vue qui soit plus politique, notamment sur la question du déterminisme social. Et ça, c'était Patrick Neftel. Et voilà. Et donc, ce livre me permet d'explorer notre réalité contemporaine, en tout cas moi, la perception que je peux en avoir, en envoyant comme ça des fusées dans des directions opposées. Qui est construit sur des changements d'échelle permanents, effectivement, des choses très très micro, le choix d'un lieu d'écriture, le rapport aux heures de la journée, etc., à des choses très macro sur comment fonctionnent les hedge funds. Parce que je pense que notre monde est devenu tellement complexe
qu'il est absolument impossible de pouvoir le décrypter ou l'évoquer à travers des formes romanesques d'une manière intéressante, c'est-à-dire pas simplificatrice, pas manichéenne, pas en mettant d'un côté les bons et les méchants de l'autre, sans élaborer des formes qui soient elles-mêmes aussi complexes, très composites, avec des choses qui sont de nature complètement différente, relevant de la fiction, du journal intime, et du reportage, et du documentaire, et de l'enquête, et afin de désaxer nos perceptions habituelles, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, en mélangeant toutes ces matières très composites qui me permettent, encore une fois, de tout mettre en réseau. C'est-à-dire que je pense que si on situe une intrigue dans notre monde contemporain, avec le projet de prendre en considération le plus de données possible de cette réalité contemporaine, parce qu'on peut aussi très bien raconter une histoire d'amour dans une petite maison à la campagne. Voilà. Donc ça, on peut se limiter au strict minimum, de l'eau fraîche, un lit, voilà, et des chants d'oiseaux. Mais si on veut prendre en compte le plus de données possibles et de montrer comment tout ça peut s'agencer et toutes les interférences qu'il peut y avoir et les corrélations, tout ça, il faut pouvoir tout mettre en réseau. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'amour aujourd'hui sans parler d'économie, parce qu'on n'aime pas de la même façon lorsqu'on a peur de l'avenir, et on ne fonde pas une famille de la même façon si on a peur du chômage que si on se sent en sécurité. Donc si on parle d'amour et de poésie, il faut parler d'économie. Si on parle d'économie, il faut parler de politique. Et si on parle de politique, il faut parler de société, de la question de l'ascension sociale, des clivages droite-gauche, tout ça. Et donc c'est ça que j'ai voulu faire avec ce livre, et tout était tenu par la forme que j'ai évoquée en préambule, forme par laquelle tout ça se transforme, qui est qu'en in fine, ce livre est un espace mental, en fait, c'est mon univers, c'est toutes ces personnes, c'est moi décliné de 4 façons différentes, mais c'est aussi une exploration de notre réalité contemporaine à travers tous ces axes possibles qui entretiennent chacun des liens très étroits. Alors il me semble que justement dans toutes ces échelles, la question du récit et la manière dont les personnages se racontent ou jouent des rôles qui sont disponibles entre guillemets dans les espaces sociaux est importante. Dans le livre Storytelling, donc Salmon, qui est intervenu ici en janvier, parle d'une récupération par le monde de la communication, qu'elle soit économique ou politique, de techniques narratives qui étaient plutôt celles, dit-il, de la littérature ou de la fiction, cinématographique ou autre, et de procédés qui étaient jusqu'alors plutôt l'objet d'études de narratologue. Il me semble, cela dit, que le regard sur cette question change si on considère que raconter, être narrateur, n'est pas quelque chose qui est l'apanage des créateurs de fiction, mais est une sorte de fonction anthropologique, quelque chose qu'on fait tous. C'est également réparti entre les individus. Chacun raconte des histoires, chacun en particulier est amené à produire un récit de soi. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la manière dont ces romans sont organisés à partir de ce point de vue-là. Alors ce récit de soi, il est plus ou moins conscient, il est plus ou moins fragmenté. Souvent, il vise quand même à construire ce que Paul Ricoeur appelle une identité narrative, c'est à essayer de subsumer l'hétérogénéité des expériences qu'on a pu vivre en tirant des fils vers le passé, en projetant des fils vers l'avenir, non pas pour devenir un bloc homogène, mais pour voir quels sont des traits de cohérence dans le changement, dessiner une sorte de fidélité à soi-même, faire que quand on fait un acte, on se dit là je suis en accord avec ce que je suis, ou que d'autres vont dire ah ça c'est bien de lui ou c'est bien d'elle ce comportement-là. Et cette construction d'identité narrative est pratiquée par tous. Elle est d'autant plus indispensable, à mon sens, quand il s'agit de bouger, de découvrir un nouveau milieu social, de se faire accepter avec une autre communauté de reconnaissance, de ne pas simplement reproduire l'histoire familiale. Alors,
je voudrais qu'on entre dans les romans et qu'on essaye de voir un petit peu le type de récit que tes personnages se racontent, en n'entendant par là pas forcément des choses qu'ils disent effectivement, mais des croyances qu'ils ont sur la vie et qui les structurent et qui les soutiennent, ou des rôles disponibles dans lesquels ils se coulent ou par rapport auxquels au contraire ils veulent se démarquer, et qu'ils jouent. Peut-être les premiers récits qu'on se fait, c'est des récits qu'on se fait pour soi, c'est des rêves, c'est des objectifs qu'on veut atteindre. Je veux être écrivain, je veux être trader, je veux vivre avec telle femme ou dans telle ville, etc. Et donc ils sont d'abord prospectifs, des espèces de variations sur le « quand je serai grand », qui sont importantes, parce qu'elles donnent de la force, elles sont roboratives, on s'auto-légitime de cette manière-là, y compris en dessinant des figures simplifiées de l'ennemi ou en s'isolant, comme tu le mentionnais tout à l'heure, pour être le seul écrivain sur Terre à un moment donné. Et c'est un petit peu ce qui arrive à Laurent Dahl, donc, dans son adolescence. Son adolescence se soutient quand même beaucoup de ce genre de récit de soi. Donc j'aimerais savoir si tu peux un peu nous parler de ça. Avec quel récit fragmenté il vit, il grandit, il avance vers l'âge adulte. Ça vaut de tous tes personnages, mais peut-être son cas est intéressant. Ouais, et c'est globalement ce que j'ai fait avec Cendrillon, qui est vraiment c'est exactement ça que j'ai fait, mais vraiment dilaté. Parce qu'il y a une chose que parmi tu as énuméré tout à l'heure toutes les raisons pour lesquelles il est important de faire des récits de soi. Il y en a une que tu as oubliée, c'est contradictions. C'est-à-dire comment on est tous pétris de contradictions, et tous les personnages de mes romans sont prisonniers, en tout cas, à certains moments, se retrouvent complètement pris dans leur contradiction. Et c'est ça aussi que les récits de soi qu'on peut se faire permettent de comprendre pour mieux vivre avec ou s'y retrouver. D'où la forme aussi de Cendrillon, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolument antinomique de vouloir être écrivain et de se projeter dans la figure de réussite sociale d'un trader qui s'enrichit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre un écrivain et un trader, un artiste, disons. Le goût du risque et des paris, la croyance intime que plus on prend de risques et plus le gain peut être important. Enfin, en tout cas, certains artistes font ce pari-là. Une forme de radicalité, c'est-à-dire ce qu'on peut voir et constater chez tous les acteurs de la finance internationale aujourd'hui, c'est leur très grande radicalité. Ils sont aussi radicaux que les plus radicaux des artistes. Donc ça peut rapprocher un trader d'un écrivain. Et il peut y avoir comme ça, sous les atours d'un grand romantisme, ou comme ça, les apparences d'une grande ingénuité, d'un grand angélisme de l'artiste, comme ça, dans son monde, quelque chose qui l'apparente au trader avec une volonté d'aller le plus loin possible et d'arriver à ses fins, quelles qu'en soient les conséquences aussi. Y compris faire du mal aux autres en écrivant certaines pages. Ma mère a eu beaucoup de mal à me pardonner certaines pages que j'ai écrites dans le moral des ménages. Mais à un moment, j'étais aussi voyou. C'est la création destructrice. J'étais aussi voyou que le pire des traders. Il fallait que je fasse ça, il fallait que j'encaisse, pas financièrement, mais en gain artistique, le plus que je pouvais. Et il fallait que je raconte absolument mon adolescence. Et à un moment donné, je suis allé vraiment très loin sans me poser la plus petite question. Donc ça, c'est vraiment très paradoxal. C'est une contradiction absolument énorme pour un homme qui passe son temps à écrire dans ses... Mon dernier texte s'appelle Elisabeth ou l'équité,
je suis obsédé par la question de l'intérêt général et tout ça, et je peux me comporter en tant qu'écrivain par moment comme le pire des voyous et m'accorder des droits et des libertés voilà, qui sont à la limite indéfendables. Donc je suis aussi dans ces contradictions-là. Et la fascination que, par exemple, David, dans le système Victoria, homme de gauche, épris d'intérêt général et de justice sociale, et se sentant très proche des travailleurs sur le chantier, d'ailleurs les protégeant et les défendant, et suant comme ça, sous les intempéries, sur sa tour, pour protéger tous les gens avec qui il travaille, il est en même temps... et c'est le même homme et la même sensibilité, absolument fasciné par le pouvoir de Victoria, le fait qu'elle soit riche, et ça le fait rêver. Donc il est aussi dans des contradictions. Mais par rapport à donc les récits de soi permettent d'articuler ces contradictions. C'est-à-dire de maintenir la tension, en fait, puisqu'il ne s'agit pas de la résorber ou de la dépasser, généralement. Il s'agit d'avoir des moments de stabilisation, une stabilisation provisoire qui permettent de faire des choix, d'avancer dans la vie. Il y a une phrase de Balzac que j'adore, qui dit que, bien évidemment, dans la vie religieuse, la foi est absolument indispensable, mais elle ne l'est pas moins dans la vie sociale, et qu'il est aussi important et indispensable d'avoir la foi dans la vie sociale que dans la vie religieuse. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense que pour avoir la force et le courage de se lever chaque matin pour aller travailler, et en continuant à y croire, et en continuant à penser que tout ça a du sens, et qu'on peut s'accomplir et se réaliser à travers cette vie qui est la nôtre, parfois il faut vraiment avoir la foi, quoi. Et il faut avoir le sentiment que tout ça peut être transcendé et que ça a du sens. Et une phrase de Cendrillon, justement, où Dahl dit à peu près ça. À l'exemple de la vie éternelle, la réussite ne pourrait résulter que d'une croyance, d'une ferveur, d'une piété, d'une communion sincère avec le monde et d'une pratique de la réalité, osons l'analogie, quasiment religieuse. C'est au moment où il hésite sur les choix à faire, justement. Et donc, si la question de la foi se pose, c'est bien qu'il y a un récit, quelque part, derrière. Alors, donc, ça veut dire que, et Balzac, c'est ce qu'il voulait dire, c'est qu'on est obligé de se raconter des histoires pour pouvoir y croire, enfin, de croire à ce qui peut nous arriver dans le monde, et que ces récits-là qu'on se raconte, il est absolument impératif d'y croire en soi-même, en fait. Et d'avoir la foi. Et je pense qu'on élabore tous des histoires de cette façon-là, qui tout simplement donnent un sens à ce qu'on fait. Par exemple, David Kolsky, dans le système Victoria, tout repose sur une croyance qu'on pourrait mettre en récit, mais qui est que si l'on fait les choses avec courage, avec foi, avec vérité, honnêteté, sans se trahir, en donnant le meilleur de soi-même, on ne peut être que récompensé par la société dans laquelle on vit. Il est dans cette espèce de naïveté, et qui pense, dans son entreprise par exemple, qu'il sera rétribué comme il se doit, logiquement, des efforts qu'on lui demande d'accomplir et qui sont absolument énormes. Et bien évidemment, les choses ne se passent pas tout à fait comme cela. Donc, notre présence au monde, elle peut, comme ça, tenir à la faveur de croyances qu'on peut avoir de cette nature. Alors, ça nous amène peut-être à la question de l'épiphanie, qui est importante dans tes romans. C'est vrai que le storytelling, qui est beaucoup dénoncé, est aussi vu comme une manière de répondre à la crise du sens dans des organisations, une crise du sens dans une société. Et c'est son ambivalence, parce qu'on va critiquer des hommes politiques qui nous raconteraient des histoires, mais on n'a pas non plus envie d'hommes politiques qui gèrent les choses, qui naviguent à vue, qui gèrent les choses sans vision, etc. Donc, on parle d'une nécessité de réenchanter la politique, et dans tes romans, la nécessité
d'enchanter de manière continue le privé, la vie privée, joue un rôle important. Et ça se cristallise autour de cette question de l'épiphanie qui serait à peu près ce que tu disais, mais sur le moment, sur le présent et pas sur la projection vers l'avenir. On avait prévu une petite lecture là-dessus, peut-être, du système victorien, si tu veux bien la faire. On serait surpris de découvrir les stratagèmes que la plupart de nos contemporains se voient contraints d'élaborer et les contes de fées dont ils doivent nourrir leur propre imaginaire, en plus de celui de leurs enfants, pour ne pas s'écrouler, pour obéir avec entrain à la sonnerie de leur réveil, pour endurer ce qu'ils endurent, sans que l'humiliation qu'ils en éprouvent ne les abatte, et ainsi, on achèverait de se convaincre que l'existence n'est qu'un lugubre exercice de survie. Alors c'est cet espoir que quelque chose est imminent. Cette épiphanie, elle est toujours à venir. Moi, il me semble que le sentiment le plus fort qu'elle donne, c'est qu'on est à l'orée de quelque chose de merveilleux. Non, c'est la plénitude. Ouais. Justement, c'est la plénitude du sentiment qu'il va arriver quelque chose. Oui, mais en fait, ce sentiment est plus fort. Le sentiment que quelque chose va arriver est plus important que le fait que ça arrive réellement, peut-être. Oui, parce qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on voudrait qu'il arrive en réalité. Mais pour moi, l'épiphanie, c'est vraiment le moment de vérité de soi à l'instant présent. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup l'être, la personne qui éprouve cette épiphanie sent qu'elle a du sens, que sa vie a du sens et que sa présence dans cette réalité qui est la sienne et en osmose avec le monde sensible, vient vérifier qu'elle est bien là et qu'elle a une valeur et qu'elle est unique en fait. Pour moi, c'est la manifestation du sentiment qu'on est unique et qu'on se comprend et qu'on est dans sa vérité. La plupart du temps, on vit des choses qui nous éloignent de notre vérité, qui nous obligent à mentir, ou qui simplement nous éloignent de ce qu'on a envie de faire. Tout simplement, on est rarement vraiment au cœur et au centre de soi-même avec rien d'autre que sa propre vérité. Et c'est des moments rares, mais lorsqu'ils arrivent, c'est des moments qui peuvent réenchanter effectivement complètement un imaginaire et une présence au monde et faire penser à la personne qui éprouve cette épiphanie qu'effectivement elle pourra peut-être s'accomplir un jour tel qu'elle le rêve. Et quand tu dis sentiment d'être unique, c'est important parce que ces épiphanies, elles sont prises dans tout un réseau d'associations de choses qui comptent pour les personnages, qui peuvent être de nature très différente, par rapport à un lieu, à un type d'interlocuteur, etc. Et qui, en ce sens, me paraissent déjouer un petit peu le storytelling comme logique de communication dominante, puisque dans le storytelling serait quand même l'imposition de conduite et l'imposition de désir, donc la prescription par les mass médias, par exemple, d'un certain nombre de désirs. Et à l'inverse, tu soulignes beaucoup dans tes romans l'originalité, la singularité des désirs. Le narrateur Eric Reinhardt dans Cendrillon parle pas mal de ça, du fait que il y a un mélange de bon sens mainstream et de logique de la communication publicitaire qui voudrait qu'on aime le printemps et l'été et les femmes blondes et minces. Et à l'inverse, il affirme très fort son goût de l'automne, son désir d'installer son bureau dans une cave et pas avec une vue, ou son goût pour les rousses monumentales et laiteuses. Alors je vais lire un petit passage là-dessus, sur les saisons, sur le printemps et l'automne justement. Et le printemps est le contraire. Le printemps, c'est pas bien. En ce moment, ça va pas bien. Le printemps est la saison de l'accouplement animal. Il nous exhorte à nous accoupler avec tout. Avec l'idée qu'il faut sortir, se produire, faire, agir, donner lieu, fleurir, donner corps, se faire connaître, vaincre, séduire, se dévêtir, briller, parler, montrer, se montrer. On ne pense pas. Le printemps est une saison entrepreneuriale. Je suis certain que la saison préférée du patronat est le printemps.
Esprit d'initiative, de conquête, d'innovation, d'essor, d'acquisition, de compétition, de productivité, de rentabilité, de retour sur investissement. Le printemps est fiscaliste. L'automne est philosophique. Il est permis d'être faible, intérieur, hésitant. Il est permis d'être blessé, de boiter, de rester à l'écart. Sur cette singularité du désir, donc, ça compte dans le récit de soi? Ce texte-là et la littérature d'une manière générale est là pour contrer et écraser, comme on dit en langage informatique, toute la production de storytelling émise par l'industrie et le marketing et le capitalisme, dont les visées sont, comme chacun sait, enfin je vais pas, tout le monde sait ça, mais à nous standardiser, à imposer des normes de comportement, de goût et d'attirance pour que chacun achète les mêmes produits, mange les mêmes choses. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable de fabriquer la même nourriture pour tout le monde plutôt que de produire une nourriture spécifique, voilà, pour chacun d'entre nous en fonction de ses goûts. Donc il y a notre époque et à travers le marketing vise à nous vider tous de notre substance, de tout ce qu'on peut avoir de très singulier et qui n'appartient qu'à nous, de toute pensée. On remplace la poésie par l'émotion en essayant de nous faire croire que c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le storytelling ne fonctionne que sur l'émotion. Et on peut penser qu'on est là dans le sensible et le poétique, mais pas du tout. On est dans des pièges en fait, parce que il faut produire vraiment beaucoup de résistance. Même les personnes les plus raffinées et évoluées pour ne pas tomber dans ces éléments de pièges de l'émotion en fait. Et moi, ce que je revendique à travers ce texte et les livres, et c'est le pouvoir de la littérature, c'est de montrer et de revendiquer le droit d'être unique, d'être différent, de revendiquer le droit à la discordance, et qu'on n'est pas obligé de se conformer à ce formatage organisé par le storytelling. Donc oui, la discordance, la différence, sa singularité, cultiver sa propre singularité et s'accomplir et se réaliser, se développer par rapport à ce qu'on est soi vraiment, sans se laisser intimider et sans se laisser simplifier par les injonctions du storytelling, et en s'assumant tel qu'on est et en essayant de trouver sa place avec tout ce qu'on peut avoir en soi qui ne correspond pas aux normes en fait. Mais par rapport à ça, il y a et pour revenir aussi à Cendrillon, sur cette question de je suis unique, il y a une phrase d'Hannah Arendt qui a vraiment été un vrai révélateur pour moi au moment où j'écrivais Cendrillon. Elle disait que la question de la ségrégation sociale était tabou. Donc c'est un texte qu'elle a écrit dans les années 20. Et elle disait, bien évidemment, que la ségrégation sociale existe. Et c'est tabou, mais elle existe. Et en 2007, au moment où j'ai écrit Cendrillon, je me disais, on est en 2007, c'est tabou. On voudrait nous faire croire que la ségrégation sociale n'existe pas, mais en fait, elle existe toujours autant. Et Hannah Arendt disait que la ségrégation sociale était constitutive de la vie sociale, autant que la question de l'égalité était constitutive de la vie politique, et que la question que la plupart d'entre nous se voient poser dans leur vie sociale, c'est qu'est-ce que vous êtes, et non pas qui vous êtes. Et elle ajoutait que la réponse, évidemment un peu absurde, et la seule réponse possible à la question qui vous êtes, c'est je suis unique. Et cette phrase a presque donné lieu à la conception de ce livre, parce que tout d'un coup, par rapport à cette question de la ségrégation sociale dont tous les personnages de mon roman se sentent victimes, peut-être qu'ils ne sont pas, ils se sentent victimes. Donc moi je ne suis pas chercheur au CNRS, je ne vais pas à essayer de démontrer si aujourd'hui
il y a une vraie ségrégation sociale à l'œuvre. Le principal, c'est qu'on sente en soi à l'œuvre cette ségrégation sociale et qu'on s'en sente victime. Et ça peut alimenter les fantasmes de persécution d'un personnage au roman. Mais en tout cas, puisque cette question de la ségrégation sociale était importante pour moi à aborder aujourd'hui, il y avait celle, comme son corollaire, qui était de l'unicité. Et j'ai voulu, à travers ce livre, montrer en quoi, moi, j'étais unique, en fait, en mettant en avant, par exemple, ce que tu viens de citer. Donc ça aussi, c'est une forme de storytelling, de contre-storytelling, adressé à moi-même et à travers moi-même à tous ceux qui pourraient se sentir en connivence avec moi. J'ai souvent dit que Cendrillon était un cri de ralliement. J'ai eu envie d'écrire ce livre enfermé dans ma petite cave, en me disant, mais je ne suis sans doute pas le seul à avoir ce type de relation avec le réel, donc je vais écrire une sorte de cri de ralliement, afin que tous ceux qui me ressemblent ou sont dans cette connivence-là avec moi puissent se manifester à moi et qu'on soit tous ensemble. Et moi mélangé à eux, moi pas plus, comment dire, comme si eux-mêmes étaient d'une certaine façon aussi les auteurs du livre, qu'on soit tous dans cette... pour que chacun, en lisant le livre, se dise, moi aussi je suis unique en fait. Reinhardt, il ne dit pas je suis unique parce qu'il est narcissique, il le dit aussi pour faire sentir à tous ceux qui lisent le livre et qui sont dans cette forme de frustration ou d'attente ou de rapport complexe avec le réel, se disent, mais moi aussi en fait, je suis unique. Alors on peut remplacer rousse, laiteuse par autre chose, et voilà. C'est gentil de me donner ce droit. Mais oui, enfin, moi généralement, j'ai du mal avec l'autofiction, et je dois dire que j'étais pas fait forcément pour aimer cette ligne narrative-là dans Cendrillon, mais que j'ai trouvé qu'il y avait un dosage d'ironie, d'autodérision, de distance, et ces appels à l'analogie, en fait, dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette authenticité, cette quête d'authenticité, cette recherche d'une manière d'être qui soit pas celle des autres. Elle concerne chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous peut se la réapproprier, que ces choses-là venaient tempérer les travers qui sont très souvent ceux à mon sens, hein, c'est un avis personnel, des productions d'autofiction. Donc, ouais, et je dirais que c'est aussi le dispositif narratif du livre qui me permettait de faire ça. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup amusé et intéressé à faire, c'est que d'entrée de jeu, je mets en scène un personnage donné pour un personnage réel, moi. Donc chacun s'attend à trouver une ligne narrative auto-fictionnelle. Et puis 3 personnages de fiction. Donc Laurent Dahl, Patrick Neftel et Thierry Troquel. Et à mesure que le roman avance, les 3 personnages de fiction deviennent de plus en plus véridiques, en fait, dans toute leur horreur et l'impact qu'ils ont sur le lecteur, parce que c'est très documenté, c'est très précis, et puis ce qu'ils vivent est très dur, il y a une forme de violence, et à travers ce qu'ils vivent, il y a aussi la violence de notre monde contemporain qui s'exprime et qui percute le lecteur. Donc ces 3 personnages de fiction deviennent des personnages réels. C'est-à-dire que le lecteur de Cendrillon peut, dans le fond, se dire que l'un de ces 3 personnages pourrait tout à fait apparaître le lendemain dans les pages des faits divers de leur quotidien préféré. Alors qu'à l'inverse, je me suis amusé, à mesure que ces personnages de fiction montaient en puissance, en tant que personnage véridique, moi, je me suis fait un peu disparaître dans les brumes d'une forme de récit féerique, et plus on avance, et plus je deviens moi-même un personnage de fiction, alors qu'au départ j'étais le seul personnage réel, donc avec une approche presque documentaire sur ma propre vie d'écrivain, et plus on avance, et plus je deviens un personnage de fiction, et à la fin,
je suis vraiment perdu dans les brumes de la plus grande invraisemblance, et je deviens un personnage de conte de fées en fait. Donc c'est peut-être ça qui t'a rendu supportable la ligne d'autofiction. C'est-à-dire qu'on commence vraiment par de l'autofiction, même s'il y a un caractère un peu où je me moque un peu de ma vie intime et familiale, quand je décris le petit déjeuner que je prends au lit, enfin que je prenais au lit le matin avec ma femme et mon petit garçon, qui était bébé à l'époque. Et même je dis dans son vision que ça deviendra difficilement supportable le jour où mon fils aîné aura 17 ans. Il a 17 ans aujourd'hui. Donc je ne prends plus mon petit déjeuner au lit avec mon garçon de 17 ans. Donc là, il y avait une forme aussi d'autodérision, mais on quitte assez rapidement l'autofiction pour aller vraiment vers la fiction. Pour revenir peut-être sur ces histoires de ségrégation sociale, elles sont assez fines, au sens où, dans le système victorial, les deux personnages principaux, David Kolsky et Victoria de Winter, n'appartiennent pas tout à fait à la même classe non plus, et que le roman est beaucoup construit sur les tensions entre eux. On a parlé du récit de soi qu'on se fait à soi-même, mais il y a aussi le récit de soi qu'on adresse aux autres, et les personnages sont dans plein de situations où ils ont ça à faire, comme nous tous, pour projeter un récit, pour convaincre qu'on est la bonne personne à embaucher, la bonne personne pour conduire le projet du chantier de cette tour, par exemple, qu'édifie une entreprise au travail d'David Kolsky, mais aussi au niveau privé, la bonne personne avec qui être, la bonne personne pour fonder une famille, etc. Et David Kolsky, qui a mené jusqu'à sa rencontre avec Victoria une vie assez rangée, classe moyenne, un peu plus, enfin classe moyenne supérieure, mais disons un peu plus limitée. Il a renoncé à une carrière d'architecte, il a fait des choix raisonnables, disons, et ébranlé par cette rencontre avec quelqu'un qui, au contraire, est DRH monde d'une grande boîte, ne connaît pas de frontières, est une nomade de luxe, et paraît faire les choses sans effort. Alors évidemment, on est dans sa tête à lui, c'est lui qui raconte. Donc on ne connaît pas forcément tous les détails et toute la sueur qu'il y a derrière la réussite de Victoria. Mais elle a l'air particulièrement à l'aise pour jouer les scripts sociaux qu'on lui donne à jouer en tant que DRH, en y mettant de l'enthousiasme, en y mettant de l'authenticité, sans se tenir à ça, à l'anonnement du script, ce qui ferait qu'en fait, elle ne prendrait pas de plaisir à ça. Mais donc, il y a une vision assez il y a une tension entre, disons, la réalisation du fantasme où elle est cette femme dont il rêve depuis longtemps, et puis quelque chose de beaucoup plus pragmatique, qui est des rapports de force socio-professionnels ou socio-économiques. On tend à tomber amoureux d'une personne qui nous valorise, ou avec le fait d'être avec cette personne vient nous tirer vers le haut. Et pour Kolsky, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'elle le relance, elle a une force motrice, elle est balsacienne, elle en veut, et donc elle le tire vers le haut, et en même temps, comme il n'a pas été habitué à ça, la série d'épiphanie qui vit avec elle, ou de la passion qui vit avec elle, a aussi quelque chose de potentiellement autodestructeur. Mais donc, c'est vrai qu'on dirait que, en ce qui concerne Victoria, elle est plus un mythe pour lui, elle est plus une histoire dont il arrive à rassembler les morceaux, qu'elle n'est une histoire pour elle-même. Elle, on dirait qu'elle arrive à faire ça sans trop d'efforts, sans que ce soit une construction arrachée. D'abord, puisqu'on c'est une rencontre autour du storytelling, la première source de storytelling, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est rien d'autre que ce qu'une personne raconte à une autre personne. À travers l'amour, ce qui se passe, c'est la fiction qu'une personne délivre à une autre. Et en fait, la fiction, elle est fabriquée par la personne qui reçoit, par le récepteur. Donc David, en fait, se raconte une histoire à partir des données qu'il peut percevoir de l'extérieur de Victoria. Quand il la croise dans cette galerie marchande, il perçoit comme ça un certain nombre d'éléments qui orientent, qui cristallisent comme ça quelque chose dans son imaginaire, une espèce de secousse comme ça.
et puis tout ce qu'il peut percevoir d'elle, comme ça, sont les ingrédients d'une fiction qui l'envahit, en fait, avec laquelle Victoria n'a absolument rien à voir, si ce n'est qu'elle correspond à quelques-uns de ses fantasmes. Mais dans le fond, il y a des très très belles pages de Villedi là-dessus, sur l'amour et sur le fait que dans le fond, ce n'est jamais rien d'autre qu'une projection, et que tout ça est absolument faux, et que l'amour, c'est une façon d'entretenir ces fictions-là. Et lorsque la fiction, lorsque l'amour s'arrête, la fiction s'arrête, et on se retrouve dans le désenchantement le plus total, avec juste un tas de données qui tombent par terre et qui ne sont plus dynamisées et mises en mouvement par la fiction que la personne qui est amoureuse met en œuvre. Voilà. Et donc, ce qui se passe dans la relation entre David et Victoria, c'est que il tombe d'une certaine façon amoureux, c'est-à-dire qu'il se raconte une histoire à partir de ce qu'il perçoit de cette femme, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en réalité, elle n'est pas tout à fait la femme qu'il rêvait, la femme reine, absolument subjugante, qu'il croyait avoir décelée et séduite, et qu'en réalité, beaucoup de choses les opposent. Voilà. Donc, et après, Victoria s'efforcera de conserver David auprès d'elle, en dépit de son désir de fuite. Cela étant compliqué aussi par le fait, je parlais tout à l'heure des contradictions de David. Après s'être rendu compte qu'effectivement Victoria n'était pas ce fantasme de la femme reine qu'il s'était fait. Néanmoins, il y a tout un tas de choses chez Victoria qui vont le fasciner, comme son extrême liberté, sa grande mobilité, son aisance à circuler dans le monde, alors que lui est plutôt quelqu'un de peureux, de très précautionneux, qui souvent est enchaîné par un excès de scrupules, la parole donnée, l'honnêteté, le sens du devoir, alors que Victoria est extraordinairement libre et ne se sent jamais entravée par rien, et surtout pas par une phrase qu'elle aurait pu dire. Et c'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art de manipuler les données du réel. Oui, et ça l'effraie. Justement, pas mal. Ça l'effraie David, puisque c'est tout ce qu'il déteste dans la société dans laquelle il vit, la réalité contemporaine qui est la nôtre, puisque c'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Et en même temps, il est absolument émerveillé d'être lui-même au contact, physiquement et par ses sens et par ses sentiments, puisqu'il a quand même des sentiments pour elle, au contact de cette très grande virtuosité que peut avoir Victoria à se mouvoir dans la vie et à s'accommoder de toutes ces données. Parmi les passages les plus intéressants, il y a ceux où précisément il essaye de fixer ses positions, de fixer cette mobilité avec un processus très précis où elle est en train est engagée dans un processus de négociation en fait pour une entreprise et qui va se séparer de certaines de ses activités de l'industrie lourde, et elle procède comme font les DRH par étapes, c'est-à-dire d'abord on dit que on veut conserver l'activité mais fermer un site, ensuite on veut conserver l'activité mais la filialiser, ensuite, mais on vendra pas la filiale, ensuite finalement on va quand même être amené à vendre la filiale pour se recentrer sur quelque chose de plus rentable, et en même temps elle dit faire ça en essayant de protéger au mieux les employés, de faire le maximum possible, de résister le plus possible à sa hiérarchie et à ses employeurs. Et là, il est conscient, il lui dit que c'est une histoire qu'elle raconte à son sens, pour gagner sur tous les tableaux, pour avoir la conscience morale en plus de
la réussite, cette réussite sociale qu'elle a, et qu'elle lui reproche de verser des larmes à l'américaine, est-il dit, des larmes à l'américaine, concept intéressant. Si on sort des ouvriers pour se disculper à bon compte, pour finir par comprendre que finalement c'est sa vitesse justement de mouvement qui lui permet d'être quand même dans une honnêteté à chacun des moments où il dit chacune de ces choses en fait. Oui, parce que c'est ce que dit David à un moment du livre. On ne ment jamais d'une certaine façon quand on n'est jamais à la même place. Et en fait, Victoria est dans une vitesse, est dans un mouvement incessant qui lui permet d'échapper aux engagements qu'elle a pris. Et en fait, elle est dans une fuite en avant et dans un mouvement incessant qui lui permet de ne jamais se poser de questions. Effectivement, elle n'est pas là pour voir les conséquences de ses actions en particulier. Parce que là. Oui, par rapport à ce couple, c'est ça qui m'intéressait de faire avec Christiane Victoria, me permettait de faire s'affronter deux visions du monde. C'est-à-dire qu'ils s'entendent très bien sexuellement, donc il y a beaucoup de scènes dans un lit, et dans ce lit-là se joue aussi une opposition entre une vision très idéaliste, de gauche, soucieuse de l'intérêt général, tout ça qui est David, et Victoria qui, elle, est plutôt dans une course frénétique comme ça pour accomplir, réaliser ses désirs, ses besoins, s'enrichir et voilà, et accomplir la mission qu'on lui a donnée. Et pour ce faire, Victoria va très vite, se déplace et ça lui permet d'échapper tout ce qu'elle a. Quand elle doit fermer les usines, elle dit aux personnes une fiction, elle leur délivre une fiction, et puis une demi-heure plus tard, elle se trouve dans le hall d'un aéroport. Elle n'est pas là le lendemain pour voir et affronter la violence de ceux qu'elle a trahis et trompés. Alors que David, à l'inverse, qui lui retourne tous les jours sur le chantier de sa tour, il y a un rapport au réel qui est très différent parce qu'il ne peut qu'assumer les conséquences de ses actes toujours en permanence. Et Victoria, pour moi, elle dit beaucoup de choses sur notre époque, parce que cette époque que nous vivons me donne parfois le sentiment de se fuir elle-même et d'être sans cesse en mouvement pour ne pas se poser les bonnes questions. On a la naïveté de penser que les personnes qui dirigent le monde aujourd'hui, qui sont aux manettes et qui prennent des décisions à l'échelle planétaire, savent ce qu'ils font. Et parfois, je me demande, ça c'est une intuition d'écrivain, enfin, on est beaucoup à se dire ça. On peut aussi faire l'hypothèse que la machine, elle est hors contrôle, qu'en fait on ne sait pas très bien, on se joue un peu aux apprentis sorciers, qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Et d'ailleurs, à l'automne, pendant l'été 2011, lorsqu'il y a eu la crise des dettes souveraines, on a été beaucoup à avoir très peur d'un effondrement généralisé de notre civilisation, c'est-à-dire qu'on voyait tout à fait se profiler un jeu possible de dominos, chaque domino tombant sur l'autre, et toutes les faillites d'État entrant dans d'autres faillites d'État, et dans quelque chose, enfin la crise des subprimes, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a découvert que des personnes qui avaient l'air, parce que ce sont des experts, parce qu'ils sont ultra diplômés et qu'ils ont une science très développée de leur métier, qui savaient tout à fait ce qu'ils faisaient, et en réalité, non. Et la logique frénétique et radicale de profit peut faire qu'on ait moins de scrupules qu'il faudrait en avoir, un peu comme je le disais tout à l'heure de l'écrivain qui écrit sur sa famille, et moi avec le moral des ménages, sauf que ça a des répercussions beaucoup plus graves et désastreuses à l'échelle de la planète lorsque on est financier. Et Victoria, elle,
elle est dans ce mouvement incessant qui lui permet de ne pas se poser de questions ni sur sa vie intime et familiale, puisqu'elle est mariée et son couple ne fonctionne pas très bien, mais elle n'a pas envie de se poser de questions, ni dans le fond sur les conséquences de ses actes dans l'exercice de son métier. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cadres supérieurs se contentent d'obéir à des directives ou des ordres qu'on leur donne, sans trop se demander quelles sont réellement, au-delà de leur périmètre, les conséquences de leurs actes. Et une façon de ne pas se poser de questions, c'est d'avoir toujours 2 coups d'avance et de toujours se projeter une fois les choses faites dans le coup d'après. Et d'être dans un mouvement comme ça qui permet de s'oublier soi et d'oublier la réalité dans laquelle on intervient. Ce qui est absolument insupportable pour David, que les circonstances obligent à devoir rendre des comptes en permanence, parce qu'il rentre tous les soirs chez lui, et qu'il rentre et qu'il retourne sur le chantier de sa tour tous les matins, et que là, lorsque il a dû accepter des patrons de l'entreprise immobilière de devoir réaliser le chantier avec beaucoup moins de moyens financiers et de moyens humains, et en un laps de temps réduit l'édification de la tour, eh bien là, il doit s'expliquer avec les personnes qu'il fait travailler et qui peuvent exprimer leur mécontentement. Et donc Victoria, pour moi, elle était là aussi pour dire une certaine réalité de notre monde contemporain. Ce qui est intéressant... D'ailleurs, et elle est passée maître, comme beaucoup, et c'est vraiment là, on est au cœur de la question du storytelling, telle qu'elle est pratiquée par les politiques et le marketing et l'industrie. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à ses fins, puisque l'objectif premier, principal, unique de Victoria, c'est pas d'être dans l'équité, la justice, dans un rapport juste et vrai avec le monde, dans l'exercice de son travail. C'est juste de pouvoir arriver à ses fins. C'est-à-dire que si son patron lui a demandé, plutôt s'il lui apparaît, et c'est ce qu'elle dit à David, comme absolument inéluctable le fait que l'entreprise doit fermer, elle dit, de toute façon la décision est prise, les actionnaires ont pris cette décision, c'est pas à moi de savoir si cette décision est juste ou pas, c'est pas à moi de décider et de savoir si on aurait pu faire autrement, si on aurait pu trouver une péréquation entre l'intérêt général et l'exigence de profit légitime des actionnaires. La décision est prise, donc faisons-le, c'est moi qui le fais, et autant que ce soit moi qui le fasse, plutôt que quelqu'un qui pourrait être plus brutal. Et moins, donc elle dit à David, puisque le groupe a décidé de fermer, eh bien, c'est moi qui le ferai, et je t'assure que je m'efforcerai d'indemniser le plus possible les personnes qui se trouvent être les victimes de ces décisions, puisqu'ils n'y sont absolument pour rien, en fait. Puisque, en réalité, dans le cas présent, ce n'est pas que l'entreprise perd de l'argent ou que l'usine n'est plus rentable, c'est simplement que le groupe réaliserait des profits plus importants si on délocalisait cette entreprise. Et donc, elle dit à David, je t'assure que je vais faire les choses de la manière la plus propre possible. Et dans quoi David ne sait pas si c'est une fiction de plus ou si c'est la réalité. Elle est sans arrêt comme ça. J'avais envie de créer un personnage qui soit absolument indiscernable, dont on ne sache jamais vraiment où il est. Et si à chaque moment des discours de Victoria, on ne sait jamais véritablement où est la vérité. De la même manière que dans notre monde aujourd'hui, lorsque les hommes politiques ou les experts parlent de là où on en est, c'est très difficile de savoir qui dit la vérité, en fait. Où est la vérité
de notre monde c'est aujourd'hui. assez insituable. C'est assez insituable. On voit et donc, Victoria produit pour parvenir à ses fins et pour entraîner les syndicats qui, bien évidemment, ne souhaitent pas que leurs usines ferment et soient délocalisées. Elle va organiser une série comme ça, comme une vraie dramaturgie, comme une petite pièce de théâtre en 4 actes, et elle va produire des fictions extrêmement convaincantes qui, à chaque fois, vont entraîner les syndicats vers une étape, voilà, l'étape suivante. Et puis, arrivé à cette étape suivante, elle va leur dire une autre chose. Et donc, les syndicats vont dire, mais je ne comprends pas, il y a un mois, vous nous disiez que vous feriez ceci, et là, vous nous dites l'inverse. Et là, Victoria va dire soit, mais vous m'avez mal comprise, soit, ça c'est une grande perversité, et ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps dans l'entreprise, c'est aujourd'hui tout va très vite. Il y a un mois, ce que je vous disais, c'était la réalité du moment, aujourd'hui ça a changé, et voilà où on en est. Et c'est cette vitesse-là, voilà, qui permet à Victoria de dire mais on n'en est plus là. Vous pensez que le scénario du mois dernier est toujours valide, mais absolument pas. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, globalisé, ça va extrêmement vite, et maintenant c'est ça, on en est là. Et Victoria va parvenir à ses fins de cette façon-là, en multipliant des fictions toutes plus convaincantes les unes que les autres, c'est de la manipulation, chaque fiction écrasant la précédente. On voit dans ce que tu dis qu'un des aspects qui me paraît intéressant dans ton travail, c'est que tu montres le caractère très effectif de cet esprit du capitalisme. C'est-à-dire que tu ne fais pas des choses à charge, tu t'intéresses aussi beaucoup à la manière dont le capitalisme se légitime ou se relégitime, dont il donne des arguments aux gens qui l'emploient pour avancer, des satisfactions, etc. Alors, il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre en écrivant sur le capitalisme. Il y en a qui sont d'ordre technique, en particulier sur des choses comme le monde de la finance, c'est l'opacité des processus, l'immatérialité des produits, etc. Et dans Cendrillon, il y a une assez grande volonté pédagogique que tu mets en place, en particulier en mettant en scène ta propre enquête, c'est-à-dire aller voir un trader à Londres et lui demander un peu comment ça se passe, les hedge funds, etc. Et puis il y a une autre difficulté qui est d'ordre plutôt éthique, et là on y est, alors, qui est cette espèce d'inconfort qu'on a en tant qu'écrivain à dire quand la fiction moraliste, généralement c'est pas très réussi. En même temps, le discours économique et technocratique sur le capitalisme refuse précisément ce champ éthique en proposant des solutions qui se présentent comme uniquement faites de bon sens et de pragmatisme et d'adaptation à la réalité du moment. Donc, on n'a pas non plus intérêt en littérature probablement à délaisser complètement le champ de l'éthique, mais il faut trouver des manières de l'investir qui ne soient pas ces manières manichéennes de désigner les bons et les méchants, etc. Alors, dans le système victorien, il me semble que ça tient pas mal à la tension de ce couple. C'est le malaise de David face à certains des comportements de Victoria. Dans Cendrillon, tu procèdes aussi d'une manière différente, avec un personnage qui est intéressant, même si secondaire, qui est David Pincus, trader, puisque finalement, c'est lui-même qui explique le caractère désastreux du système, et en particulier le fait que le bug principal du système, tel qu'il le voit, c'est que les gens diplômés d'écoles de commerce ou autres n'ont pas intérêt à travailler dans les entreprises, parce qu'on y gagne des clopinettes à côté de ce qu'on peut gagner en étant au service des entreprises, dans ces services financiers ou dans le consulting. Et de ce point de vue, dit-il, et le chapitre se finit là-dessus, il est dans une schizophrénie, il sait qu'au fond c'est une fuite en avant, mais il attend de voir les gens dans la rue et les premières fourches sur lesquelles on va piquer sa tête pour arrêter. Parce que, et là ça suscite un étonnement du narrateur, et cet étonnement fait partie de ce qui permet de ne pas être moralisant, puisque il y a un étonnement du narrateur aussi, est-ce qu'on ne s'arrête pas une fois qu'on a empoché 5 ou 10 millions de dollars en 2 ans pour mener une vie plus tranquille. Mais là, il y a la pression de groupe, pression sociale qui fait que lui, son salaire, il le compare évidemment à ceux qui sont encore au-dessus. Donc il me semble que de ce point de vue, tu trouves des biais, en fait, pour éviter la moralisation qui pourrait devenir de la moraline, qui pourrait devenir cette espèce de substance assez néfaste généralement à l'équilibre des fictions. Oui, ça, vraiment, je m'efforce
éviter ce travers. Et quand j'ai écrit Cendrillon, puis le système victorien, il me paraissait absolument évident qu'il fallait, dès lors que je condamnais et faisais le procès du capitalisme financier ou de la démarche de Victorien, acteur de l'ultralibéralisme, il était très important d'en montrer aussi les qualités et voir les vertus, ce qu'il pouvait y avoir de très positif dans ce rapport au monde aussi. Parce que c'est pas si simple que ça. On ne peut pas se contenter de pourfendre l'ultralibéralisme ou la démarche des grands acteurs du capitalisme financier. C'est trop simple, sans à la fois mettre en avant voilà, un rapport au réel dont on aurait beaucoup à apprendre aussi. C'est-à-dire que ce qui est nocif sont les excès, en fait. C'est le fait qu'il n'y ait pas jamais de limite. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que l'écrivain pouvait se projeter aussi dans la figure du financier, c'est qu'il y a quelque chose, moi, que je trouve incroyablement stimulant dans l'exercice du métier de financier, qui est shooté au présent, qui est dans une relation extrêmement sensible au réel, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir saisir des opportunités, ou même les grands industriels font preuve souvent d'une forme de génie qui me fascine, moi, c'est-à-dire savoir lancer le bon produit au bon moment, pouvoir comme ça décrypter comme un poète peut le faire dans les éléments comme ça de la nature, mais sur un marché là où il faut aller, les opportunités. Il y a beaucoup de visionnaires dans le monde capitaliste. Et si on fait le procès du néolibéralisme, du capitalisme financier, il faut aussi avoir l'honnêteté. Et pour moi, c'est très important de montrer qu'il y a des choses extraordinairement riches et stimulantes et excitantes, et qu'il y a là des gens fascinants. À l'inverse, dans l'idéalisme de gauche, il peut y avoir une forme d'immobilisme, de repli sur soi, de peur de l'avenir, de conservatisme, avec même quelque chose de très réactionnaire. Et ce que j'aime dans mes romans, c'est de mélanger toutes ces considérations afin qu'une forme de vérité, comme ça, puisse en émaner, mais qu'il appartient presque au lecteur de déterminer en réalité. C'est-à-dire que moi je pose des questions, je montre des choses. Il ne s'agit pas de dire je ne juge pas, parce que je pense qu'il faut juger, mais il faut juger ce qu'il y a de nocif, et il faut aussi juger et reconnaître ce qu'il peut y avoir de vertueux. Et moi je suis aussi mal à l'aise avec certaines personnes très à gauche et que je trouve très pauvres et appauvrissants dans le rapport au réel, parce qu'ils sont, je trouve, très conservateurs, tournés vers le passé. Ils ne sont pas dans une dynamique de création, parce qu'il faut... moi je pense que le grand défi que nous lance notre époque, c'est d'être très créatif, très inventif, de savoir se déplacer, de savoir se réinventer, de bouger, de changer de pays, de prendre des risques énormes, de tout balayer et de se reconstruire ailleurs, ce genre de choses. Alors ceux qui sont là-dedans ont souvent trop tendance à aller trop loin et à dire mais il faut être entièrement libre, et le principal c'est de créer des richesses, et peu importe que cette création de richesse, ou en tout cas cette dynamique de création de richesse, produise des dégâts. Les dégâts ils sont faits, mais on les oubliera, et puis les choses doivent se faire comme elles doivent se faire, et d'autres richesses seront créées ailleurs, à d'autres endroits que là où des blessures ont été faites et infligées. Donc,
je pense que le défi qui est aussi lancé aux romanciers aujourd'hui qui s'intéressent à notre réalité, c'est d'arriver à trouver comme ça des espèces de voies, je vais dire du milieu, mais il ne s'agit pas de trouver des compromis, mais d'essayer de trouver de nouvelles voies qui prennent en considération un très très grand nombre de données dont ceux qui les utilisent avec le plus de virtuosité sont dans les deux camps en réalité. C'est pour ça que je suis toujours très gêné par les œuvres d'art qui renvoient dos à dos ceux qu'on a toujours tendance à opposer en fait. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que me permettait de faire le système Victoria, c'est de créer une forme de dialectique, c'est-à-dire en mettant en relation d'une manière très intime une femme qui est trop libérale et un homme qui est trop idéaliste, ça me permettait de déboucher sur une forme de troisième terme qui est peut-être voilà, la vérité de notre avenir à travers une intuition comme ça d'artiste et d'écrivain. Qui est ni Victoria ni David, mais une forme de... Moi, voilà. Et je ne sais surtout pas d'imposer de vérité, mais plutôt de poser des questions, de montrer des choses, de mettre en relation des comportements qu'on a peu l'habitude de concilier pour justement essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. On a peut-être, il nous reste je pense une dizaine de minutes ou un petit quart d'heure. On va peut-être ouvrir à des questions de votre part. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qu'on peut faire circuler. Ouais, voilà, on a donc on attend que quelqu'un se lance. Voilà. Ma question n'est pas très claire encore, mais je me dis par rapport à... Moi j'ai lu que Cendrillon, mais par rapport à cette liberté que vous donnez à l'individu par la recréation comme ça d'avatars et d'hétéronymes de votre propre personnage, je trouve qu'il y a deux paradoxes qui sont certes voulus, mais qui peuvent déranger un petit peu. Enfin, d'une part, qu'effectivement, il y a l'espèce du conte de fées pour le personnage Eric Reinhardt, où les trois autres sont dans une forme d'angoisse ou de suspension angoissante à la fin, alors qu'il y a une sorte de résolution pour ce personnage. Mais alors justement, cette façon, finalement, le seul qui n'est pas confronté, à une douleur imposée par la société, ou alors beaucoup plus personnel, beaucoup plus un sentiment de persécution, finalement vit dans une forme de bulle un peu individualiste. Enfin, ça semble finalement la seule solution proposée, même s'il y a je ne dis pas que vous devez forcément proposer des solutions, mais même s'il y a une critique des conséquences du capitalisme, et même si ce personnage connaît des difficultés, il a quand même un sentiment de persécution qui en plus, d'une part, montre que le seul qui a réussi à se libérer de son milieu, qui est Eric Reinhardt, qui a réussi à affirmer son individualité, son unité, ce que vous appelez l'unicité, l'être unique, finalement, c'est un personnage qui est assez individualiste malgré tout, même s'il se dit de gauche, etc., mais qui a une sorte de fantasme de faire le bien, notamment faire le bien aux femmes, parce qu'il y a quand même l'idée du consolateur, de l'homme consolateur, et puis l'idée de l'esthète, la grâce, le pied, justement Villiers de l'Isle-Adam aussi, il y a les pieds des femmes chez Villiers de l'Isle-Adam, donc c'est l'esthète, l'hédonisme, et puis d'autre part, son ennemi, à lui, c'est la bourgeoisie de gauche, et alors là, pour le coup, le bourgeois de gauche n'a pas du tout de liberté. Le bourgeois de gauche est né personnage B, à qui on a mis entre les mains Maura Crédit à 12 ans, Joyce à 13 ans, qui va faire une grande école, et lui, pour le coup, quand il va au théâtre, il ne peut pas avoir d'émotion véritable. Enfin, je sais bien que c'est une caricature ironique, mais malgré tout, il y a de l'absence de liberté dans le monde social du personnage d'Eric Reinhardt, il me semble. Non, moi, j'ai voulu exprimer un ressenti que j'avais. C'est toute une dimension du livre vraiment qui pratique l'écriture de soi,
et une forme d'introspection, et des pages dans lesquelles je dis qui je suis et comment je ressens les choses, comme Pessoa pouvait le faire dans le livre de l'intranquillité. Donc c'est moi dans mon rapport aux autres et au réel, avec toute la liberté que je peux, dans ce cadre-là, me donner dans une vision du monde totalement subjective, totalement névrotique, totalement angoissée. Et voilà, donc tant pis si vous vous sentez en tant que possiblement diplômé, je sais pas quoi, attaqué. J'ai bien le droit, dans ce livre-là, de m'en prendre à qui je veux, avec toute la mauvaise foi qu'il est assez clair, je crois, que le personnage, que le personnage d'Éric Rezin dans le livre, voilà, s'autorise, y compris en la fin, quand je suis comme ça dans le lit de cette voisine du 4e, voilà, vous voyez bien que tout ça est fait avec beaucoup de malice. Et je disais tout à l'heure que moi, quand dans mes livres, je travaille sur des questions très intimes qui n'ont l'air de me concerner que moi, c'est toujours avec l'espoir vraiment très fort et très intense en moi, et c'est la seule raison d'être de faire ça, que ça touchera des autres, c'est-à-dire d'atteindre une forme d'universel en fait. C'est-à-dire que cette ferveur-là et cette recherche de vérité que je peux avoir en essayant d'exprimer le plus intensément possible, avec le plus de précision possible, des sensations importantes que j'éprouve, c'est toujours avec cette visée que d'autres s'y reconnaîtront et que ça aura du sens par la même. Donc individualiste, je ne sais pas, mais de toute façon on est tous, autant que nous sommes, seuls avec nous-mêmes. Et voilà, ces pages-là, elles donnent du sens, elles essaient de donner du sens à cette solitude. Oui, alors en fait, ce que je vais faire, c'est pas franchement poser une question, mais proposer une forme d'analyse. Je n'ai pas lu vos romans. J'avais prévu de venir ici et j'ai été extrêmement frappée pendant l'ensemble de la conférence par un certain nombre de choses que j'ai pu voir dans mon milieu professionnel, qui n'est pas la littérature française et qui n'est pas le monde de la finance. Je suis en fait linguiste angliciste et j'ai travaillé en stylistique et en philosophie du langage sur ces questions-là. Et ce qui m'a frappé dans ce que vous avez expliqué me rappelle un grand nombre de choses que j'ai travaillées. Je me suis spécialisée dans les manifestes au XXe siècle dans le domaine anglophone. Et ce qui m'a frappé dans votre travail, c'est que ce que vous avez présenté, c'est le type de littérature sur lequel je me suis appuyée pour développer la notion de parole manifestaire. Et ce qui me paraît très très évident, c'est que votre travail correspond à ce que personnellement j'appelle une parole manifestaire, que l'on ne trouve plus dans le manifeste, parce que les manifestes ne sont plus que des manifestations de profession de foi du capitalisme pour des sociétés. Ce que propose votre livre, Cendrillon plus particulièrement, que je n'ai pas lu, je m'en excuse auprès de vous, c'est une forme de Bildung du lecteur. C'est-à-dire que le Bildungsroman, ici, on n'est plus dans la construction du héros, du protagoniste, mais dans une forme de construction du lecteur. C'est ce qui me semble que vous présentez, et c'est en ça qu'en fait je me rends compte que ce que vous proposez m'intéresse
infiniment. Donc là, on arrive à une forme de Bildung du lecteur par une parole manifestaire qui, si je vous ai bien écouté, n'est pas explicite dans le roman Cendrillon, mais vous l'expliquez. Enfin, c'est ce que vous nous avez dit, je vois Vincent Message qui fait non de la tête, je n'ai pas lu, hein, donc il faudra bien m'excuser ce manque, mais vous avez, d'après ce que j'ai compris de votre entretien, vous n'avez apparemment pas explicitement dit qu'il s'agissait d'une parole manifestaire, mais j'y reconnais les traits de ce que j'appelle une parole manifestaire quand je la trouve dans un roman. C'est-à-dire que c'est une parole que l'on appelle conative en linguistique, c'est-à-dire en fait ça veut juste dire incitative, c'est-à-dire qui incite, et là qui incite le lecteur à dire et à penser « je suis unique », et je suis unique parce que je suis comme Eric Reinhardt. Donc en fait, vous incitez à la fois à une identification du lecteur qui est en même temps une appréhension, au sens de appréhender, pas appréhender, avoir peur, mais une appréhension de l'altérité de l'autre, en se rendant compte, je suis comme chacun de ces 4 personnages qui auraient pu être l'auteur, et je suis moi-même, en tant que lecteur, très probablement, je m'empresserai de faire l'expérience, je dois dire que j'ai eu une épiphanie, où je sentais une épiphanie venir pendant cette conférence. Donc là, en fait, vous êtes dans le dire et penser « je suis unique », ce qui est une manière d'enchanter le présent du lecteur, mais pas seulement enchanter le présent du lecteur pendant la lecture, mais ce que je sens chez vous, c'est enchanter le présent du lecteur sur le long terme. Parce qu'en fait, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu chez vous une pensée de la vitesse, et je fais référence à ce qui est la pensée philosophique de mon maître et directeur Jean-Jacques Le Cercle, qui écrit dans l'emprise des signes, débat sur le je sais plus quoi littéraire, ça n'a aucune importance. Il dit dans son chapitre 3, la littérature pense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire de la philosophie, soit en élaborant des concepts comme Deleuze, ce que j'aime beaucoup faire, mais aussi faire de la philosophie en faisant de la littérature et en pensant le monde. Et c'est ce qui me semble être votre travail. Et quand vous dites ça ne me concerne que moi, vous êtes en train de dire c'est mon cogito, et donc vous proposez une manière de faire de la philosophie en passant par la littérature. Et cette philosophie que moi je vois comme une philosophie du langage, elle passe par la matérialité du langage, et là ça nous ramène à ce que vous disiez au moment où je suis arrivée, enfin peu après que je sois arrivée, à savoir cette question du style, l'envisager autrement peut-être que la manière dont elle me semble. Je suis angliciste et stylisticienne, et il se trouve que dans le domaine de stylistique dans lequel je travaille, ça ne ressemble vraisemblablement pas du tout à ce qu'on appelle la stylistique dans le domaine des études en français. Mais c'est très très différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de coller des tropes ou des figures de style, mais de s'interroger sur comment le style, la mise en langage par la matérialité du langage, permet d'avoir un véritable accès au réel. Donc là, dans votre cas, par le biais des 4 chemins. Bon, merci. J'espère que vous n'allez pas être déçus par la lecture du roman. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que dans le premier titre de ce livre, parce que pendant toute l'écriture du roman, il ne s'appelait pas Cendrillon, je ne dirais pas quel était le titre, mais dans le titre, il y avait le mot manifeste. Donc pour moi, c'était absolument évident qu'il s'agissait d'un manifeste. Je suis parti de là. D'un art poétique, comme on disait au XIXe siècle, et donc un traité d'esthétique en fait, appliqué à mes romans, mais aussi dans la vie, et un manifeste. Je dis pour rebondir sur ce que vous disiez, mon projet avec ce livre, c'était aussi d'écrire quelque chose de très clivant. Et ce livre, il dit « prenez parti ». C'est vrai que parfois ça pose problème. C'est l'artiste dans tout sa vie d'esthète, dans son individualisme, qui est celui qui mène la vie qui est décrite comme la plus proche de la vie bonne, au sens d'une vie intense, au sens d'une vie où l'expérience est enrichie, élargie, etc. Ouais, mais l'artiste que je mets en scène dans ce livre, en tout cas en l'occurrence moi,
on voit bien que tous les matins, quand je me relève, je doute. Je suis toujours sur le point de m'effondrer. J'écoute des émissions à la radio qui me démolissent. Ben voilà, c'est pas non plus une vie complètement. Voilà, c'est une vie de travail, dans la solitude, faite d'une forme de. Voilà, pleine d'embûches et tout ça. Donc, mais surtout, il faut percevoir. En fait, moi, je suis la réunion des quatre, en fait. Et mon vrai autoportrait, c'est pas l'écrivain Eric Reinhardt, c'est la réunion des quatre, en fait. On va prendre une dernière question de Pascal, assez brève, parce que je crois qu'ensuite, il y a un petit pot qui nous attend. Donc, voilà. Ma question concerne le dispositif d'écriture, la forme dont vous nous avez parlé tout au début. Finalement, quelle distance est-ce que vous prenez par rapport aux formes qui sont aux formes narratives qui nous sont imposées par le storytelling? C'est-à-dire que dans le cas de Cendrillon, on a cette possibilité sans cesse de se réinventer soi-même, les différentes trajectoires qu'on aurait pu prendre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental de l'idéologie libérale et du fait qu'on peut toujours se réinventer soi-même, on peut toujours prendre de multiples directions. Il y a des fictions de plus ou moins bonne qualité qui jouent sur les vies possibles qu'on aurait pu avoir, et des fictions politiques notamment qui disent que tel homme politique est en même temps un peintre, que tel rugbyman est en même temps un artiste, etc. Et puis dans l'autre livre, et dans ce livre-là aussi, au tout début, quand vous nous parliez de la forme, il y avait cette histoire du suspens, enfin ou plutôt de ce choc émotionnel que vous créez chez le lecteur à la fin de chaque chapitre. Pas pour Cendrillon, mais pour un autre. Mon premier, oui. Voilà, c'est ça. Et de fait, le storytelling joue sur ça, sur cette invisibilité du dispositif et cette relation directe qu'il y a entre le lecteur et la personne dans son espace social, et ce qui lui semble être d'un coup la vie mise à nu, et donc les petites décharges électriques qui lui arrivent comme ça par des petites phrases, par des choses comme ça. Voilà. Donc visibilité, invisibilité, c'est un peu brechtien comme question, j'avoue, ou un peu situ. Mais visibilité, invisibilité du dispositif, voilà, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Non, parce que moi j'élabore des formes artistiques, en fait, et il ne me semble pas que le storytelling fasse ça. Et puis les stimuli du storytelling sont en général des stimuli extrêmement direct, sommaire, jouant sur l'émotion. Il me semble que les artistes essaient d'élaborer des dispositifs qui sont plus dérangeants, qui essaient d'ouvrir de nouvelles voies. Le storytelling, en fait, ils ne vont pas découvrir de nouveaux territoires. Hein. Ils essaient d'emmener le plus de personnes possible dans un endroit donné, et qui est en général un endroit très ouvert et pas du tout clivant, qui ne met pas mal à l'aise, alors que ce que fait le romancier, l'artiste, en général, c'est l'inverse, c'est-à-dire moi je n'hésite pas à... J'ai un ami, Pascal Rambert, qui me disait que ce qu'il aimait dans Système Victorial, c'est que c'était un livre désagréable. Et j'ai adoré cette lecture, en fait. Et c'est vrai que le storytelling ne propose pas d'actions qui déstabilisent, qui mettent mal à l'aise, voire pénibles et désagréables. Or, je pense que on peut faire apparaître des choses qu'il faut faire apparaître en ayant des démarches désagréables et en produisant des œuvres désagréables. Donc, je vois ce que vous voulez dire, on n'a pas le temps là, mais je pense que je suis très très loin
des techniques du storytelling. C'est pas parce que un artiste veut agir. C'est trop facile de dire vous voulez agir sur le lecteur directement. C'est comme la pub. C'est un peu plus compliqué, je crois. C'est vrai que la pub veut agir sur le lecteur et faire disparaître comme s'il y avait une évidence du produit et que comment a-t-on pu se passer de ce produit sans le savoir pendant aussi longtemps et la publicité transmet cette soi-disant évidence au lecteur sans avoir l'air d'être de la publicité. C'est ça. Parce que si ça a l'air d'être de la publicité, eh bien on ne va pas se laisser avoir si facilement. Mais c'était votre analogie avec le cinéma en fait. Quand vous disiez le fantasme, c'est que l'écran disparaisse et c'est quand même un grand, ça a été une grande critique au début du cinéma, mais aussi le situationniste, de dire Brecht, de dire nous, il faut que le dispositif reste pour que le spectateur regarde ça. Mais on le voit, les dispositifs, on les voit justement chez moi. C'est par rapport à votre position en tant qu'écrivain, ce que vous disiez là, que ça me semblait assez évident. Voilà, quand vous parlez d'un fantasme et d'une disparition de l'écran, ça m'a beaucoup été bien. Je crois qu'on voit le dispositif formel global. Ouais. Simplement, c'est parce que cette chose-là est intervenue quand on parlait de la phrase. Là, je parlais de la phrase. Et du style de la phrase. Ouais, et c'est une phrase qui ne dit pas « Ah, bonjour, je suis une phrase », en fait. Voilà. C'était sur la phrase. Quelle mémoire. On va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Merci Eric. Un grand merci à Eric Reinhardt et à Vincent Message. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, jeudi 10 avril, pour la prochaine séance du cycle où la sociologue de la littérature Gisèle Sapiro s'entretiendra avec Olivier Cadiot.